Salut, c'est Ingrid. Alors aujourd'hui, sur notre drôle de croyance, eh bien, il faut travailler dur dans la vie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Alors ça veut dire quoi déjà, travailler dur? Quelle va être en fait la définition que tu as envie d'attribuer à cette terminologie? Pour certains, travailler dur, ça va être travailler beaucoup d'heures. Pour d'autres, ça va être très concentré. Pour d'autres, ça va être s'atteler à des tâches complexes. Donc, le premier enjeu, c'est d'être clair finalement sur cette dimension de dur, de difficulté. Et moi, pendant longtemps, eh bien, j'ai imaginé qu'il fallait travailler beaucoup d'heures, en fait, qu'il fallait donc travailler dur et donc beaucoup de temps chaque journée qui passait pour eh bien, faire les tâches qu'on avait à accomplir et aussi pour réussir. Et finalement, plus les années passent et plus je me rends compte que travailler dur, c'est peut-être pas la clé. C'est peut-être travailler avec efficacité et pertinence qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, à la drôle de croyance, il faut travailler dur dans la vie. Et bien, dans un certain sens, je dirais oui, ça peut être le cas dans la mesure où il faut de la persévérance, et en ça, c'est travailler dur. Et dans un autre sens, je dirais non, il ne faut pas travailler dur, en fait, il faut travailler avec plaisir, parce que c'est le plaisir que tu vas mettre dans ta tâche qui va te permettre justement d'être de plus en plus persévérant dans ce que tu pratiques. Voilà, à très vite pour une autre drôle de croyance. Salut, c'est Ingrid. Alors, encore une session sur nos drôles de croyances. Les autres sont plus heureux que moi. Est-ce que parfois tu te dis eh bien, que ton voisin a l'air beaucoup plus heureux, que ton ami a une vie vraiment excellente et que tu l'envies? Ça, c'est un point qui est super intéressant, c'est de se dire finalement, c'est quoi être heureux? Quelle est ta définition en fait d'être heureux? Comment est-ce que tu définis et quels critères en fait tu as envie de donner à cette notion d'être heureux? Alors parfois ça peut être lié peut-être au fait que les gens sont en couple, qu'ils ont réussi à avoir des enfants, peut-être qu'ils vivent dans la maison de tes rêves ou bien dans la région de tes rêves. Mais finalement derrière cette dimension d'être heureux, je trouve intéressant d'aller travailler sur notre propre définition et ce qui nous permet de sourire à la vie. Qu'est-ce qui fait que chaque matin, quand tu te lèves, tu es heureux dans ta situation, dans le moment présent? Est-ce que c'est véritablement voilà, ce qui se passe chez les voisins qui a l'air mieux? Ou est-ce que c'est finalement toi en conscience, au regard de la nature qui t'entoure, du soleil qui est là, de l'arbre qui est là, peut-être d'une personne qui est autour de toi qui est importante? Est-ce que finalement ça ne suffirait pas à définir la capacité à être heureux dans ce qu'on vit? Il y a quelque chose qui est intéressant, je trouve, quand on traverse les périodes de vie, c'est que pendant longtemps j'ai travaillé en entreprise et dans les grands groupes on partage très peu finalement notre quotidien. Donc tu as l'impression que les gens sont heureux, qu'ils ont un bon poste, qu'ils gagnent bien leur vie, qu'ils passent de super vacances dans des lieux voilà, très sympas que parfois tu aimerais bien visiter et que tu n'as pas encore eu l'occasion de visiter. Et puis, une fois que tu quittes ces grands groupes avec le statut social, le masque social, et que tu rentres un peu plus dans le cœur des gens, et c'est ce que du coup j'ai découvert au travers de ma pratique du coaching où les gens se livrent, eh bien j'ai découvert que ce qui me semblait merveilleux vu de l'extérieur était beaucoup plus complexe que ça en avait l'air vu de l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a tous notre jardin secret et que finalement, quand parfois tu as l'impression que l'autre est plus heureux que toi, eh bien ça peut être une façade, ça peut être un mirage. Et donc c'est intéressant en fait, à un moment ou à un autre, d'être confronté à ce mirage et de réaliser que finalement, c'est en étant heureux de sa propre condition et en créant en fait ses propres conditions de vie heureuses, eh bien qu'on va pouvoir être satisfait et arrêter de regarder ce qui se passe chez les autres. Parce que finalement, chez les autres, il y a beaucoup de complexité, malgré les façades, malgré la joie apparente. Et du coup, je trouve que c'est intéressant eh bien, d'aller prendre de la hauteur et du recul vis-à-vis de ça pour apprécier ce qu'on a déjà. Et il ne s'agit pas juste de se contenter de ce qu'on a, mais c'est d'apprécier dans le présent tout ce qui nous appartient. Et ça va démarrer en fait de notre force intérieure. Et de se dire en fait que voilà, on a déjà tout en soi pour être heureux. Et donc c'est d'être maître de ces petites actions, ces perceptions au quotidien qui vont nous permettre justement d'avoir une perception d'être heureux dans la vie en arrêtant de se comparer. Parce que finalement c'est ça. Je pense que l'enjeu c'est d'arrêter de se comparer, d'arrêter de croire que notre voisin, parce qu'il a une plus grosse maison ou parce qu'il a passé un plus gros week-end dans un lieu de rêve, est plus heureux. Et c'est vraiment d'aller se raccrocher à notre dimension intérieure, notre croyance intérieure de ce qu'est cette définition. Voilà pour cette drôle de croyance de mon voisin est plus heureux que moi.
Je pense qu'on peut mettre ça en doute à chaque jour qui passe. La vie n'a pas de sens. Salut, c'est Ingrid et aujourd'hui donc, on se parle de nos drôles de croyances. Alors, est-ce que la vie a un sens ou la vie n'a pas de sens? Est-ce que c'est une croyance ou plutôt une interrogation philosophique? Un peu des deux. Derrière cette notion de la vie n'a pas de sens, eh bien, je rencontre beaucoup de clients au travers de mes coachings qui ont perdu le sens suite à des burn-out ou des échecs professionnels, parfois même amoureux, ou des déceptions amicales. Et en effet, et surtout, je vais dire, face à la maladie, ça va beaucoup travailler en fait cette notion de sens. C'est quoi le sens de la vie? Le premier sens de la vie, c'est celui que tu veux bien lui donner, que tu veux bien lui offrir. Le point, c'est finalement d'être conscient, un, que d'être en vie, c'est une énorme chance, et deux, de transformer en fait sa vie en opportunité, justement en créant sa propre chance. Et ce qui va permettre de créer sa propre chance, eh bien, ça va être d'aller donner son propre sens à sa vie au travers eh bien, de ce que moi j'appelle la vision. Pour donner du sens à sa vie, c'est important en fait de se reconnecter au pourquoi. Pourquoi je suis là et quelle est la destination que j'ai envie de donner à ma vie. J'aime bien l'image de le jour de votre enterrement, le jour de votre mort, quand les gens penseront à vous, eh bien qu'est-ce que vous aimeriez, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi en fait. Ah bah voilà, tu as marqué en fait ton passage sur Terre grâce à ta joie de vivre, grâce à tes bons petits plats, parce que tu as contribué à un monde meilleur en faisant de la recherche sur telle dimension scientifique, ou bien parce que tu avais la générosité de partager ton savoir sur tel et tel sujet. Donc ce qui va être important en fait pour donner du sens à sa vie, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi, pourquoi j'ai envie d'œuvrer, ça va être quoi ma contribution qui va me permettre chaque matin quand je me lève de me dire bah voilà, je mène des petites actions, en tout cas des actions à ma hauteur, mais ces petites actions me permettent de contribuer à un monde meilleur. Et là, je le dis sans être dans le monde des bisounours, sans être idéaliste, mais vraiment de se dire que ça te permet en fait de pas à pas aller vers sa propre destination, d'inspirer les autres. Et en fait, on a tous cette capacité à inspirer l'autre. Le tout, c'est de se dire, ok, c'est quoi mon talent, c'est quoi ma force, c'est quoi l'énergie en fait que je peux partager sur cette terre, qui va faire que ça va être un phare, une lumière pour les autres. Et finalement, si notre propre vision, c'était juste ça, en fait, notre capacité à avoir un cap qu'on va viser, et quand nous, en fait, on vise cet objectif, quand nous, on se dirige vers ce cap, eh bien, ça permet d'embarquer les autres également. Parce qu'en fait, chacun d'entre nous avons besoin de suivre une personne de plus ou moins près, et en tout cas, c'est ce qui va nous permettre, eh bien, nous, de donner un sens et d'accompagner les autres, en fait, à donner un sens à leur propre vie. Donc, oui, il y a cette drôle de croyance, faut-il avoir un sens dans sa vie? Oui, il faut avoir un sens, et quand je n'ai plus de sens, eh bien, je t'invite vraiment à aller retravailler, en fait, la dimension de toi qui connaît, en fait, ton talent, et voir comment tu peux partager ce talent, cette facilité, en fait, qui va aider d'autres personnes. Et du coup, le fait d'avoir un projet plus grand que soi, ça permet chaque matin de se lever en disant allez, parfois oui c'est difficile, mais chaque petit pas que je peux mettre en place, chaque petit partage que je peux faire va contribuer, aider d'autres personnes. Et pour ça, je trouve que c'est motivant et que ça permet de donner du sens à sa vie. A plus tard, ciao pour une prochaine drôle de croyance. La vie d'avant était mieux que la vie de maintenant. Salut, c'est Ingrid, bienvenue dans Drôle de croyance. Alors, est-ce que la vie d'avant était mieux que la vie de maintenant? Ça, c'est une vraie question. On est en pleine période de crise et j'entends plein de dirigeants d'entreprise, de personnes qui sont dans différents business, se dire qu'avant, c'était plus facile. Avant, il y avait de la croissance. Avant, il y avait les prix étaient moins chers. Ceci dit, ce qui est vrai. Mais est-ce que la vie était vraiment mieux avant? Est-ce qu'on est toujours obligé finalement d'imaginer qu'il y avait plus de facilité dans les semaines précédentes, dans les mois précédents, dans les années précédentes? Finalement, la vie, c'est un cycle. Et puis le cycle, on peut l'imaginer rond, et puis le cycle, il est aussi de cette façon-là en fait. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais dans toutes nos tranches de vie, il va y avoir des moments un peu plus difficiles que d'autres. Et c'est pas tant en fait d'analyser, de comparer ce qu'on vit dans le présent par rapport à ce qu'il y avait avant, qui va nous donner l'impulsion en fait pour aller vers le futur. Ce qui est intéressant à mon sens, c'est de remettre en cause finalement cette drôle de croyance qu'avant c'était plus facile, mais de se dire ok, dans le présent, de quoi je suis capable,
qu'est-ce qui me semble encore dans mon pouvoir et dans le pouvoir que j'ai de traiter l'instant présent, et bien comment je vais pouvoir construire le futur. Et donc finalement, c'est de se concentrer dans ce qui est bon aujourd'hui, ce que je sais encore faire, et voir comment pas à pas je peux continuer à construire en fait mon présent pour dessiner un futur qui sera de toute façon, j'allais dire, tel qu'il sera, mais qui permettra d'aller de l'avant. En fait, le passé, c'est le passé, et en fait, on ne peut pas retourner dans le passé, donc ça ne sert à rien d'envier ce qu'on a eu dans le passé. Et puis souvent, on a tendance à oublier que dans le passé, on a eu aussi beaucoup de défis, et ce qu'on a appelé des échecs, eh bien, un jour est devenu une expérience. Et pourquoi c'est devenu une expérience? Parce qu'il y a du temps qui s'est passé entre-temps, qui a fait qu'on a pu digérer l'information, qu'on a pu digérer l'échec, pour considérer que c'était une expérience, et puis le cerveau est bien fait. Les difficultés du passé, finalement, je vais dire, on les assimile, ça devient une expérience, et on oublie un peu qu'on s'est pris des grosses baffes. Donc la réalité, c'est que finalement, le seul instant qui est important, c'est l'instant présent. Et que face à la difficulté, face aux crises, c'est notre gestion en fait, de l'instant présent, notre capacité, comme d'habitude, à y aller pas à pas, faire des petits pas, des petites actions récurrentes qui vont nous permettre de dessiner un futur, j'allais dire, que j'espère flamboyant. Toujours est-il qu'en tout cas, c'est évident que c'est pas en plongeant dans le passé et en regrettant les succès du passé qu'on va construire l'avenir. Donc il y a un moment où c'est comment je me ressens, sur qui je suis, sur mes talents, sur mon pouvoir, sur mon énergie, comment aussi je m'accompagne, je me fais accompagner et je m'entoure en fait des personnes qui ont de l'énergie à revendre, qui ont encore je veux dire, la foi dans l'avenir, pour pouvoir avancer pas à pas, écrire ma vie en fait, écrire mon destin, parce que rien n'est figé en fait, on a toujours la maîtrise de ce qui va pouvoir se passer dans l'action, mais grâce à l'action. Donc ton avenir t'appartient, ça c'est certain, et le passé on le laisse à ce qu'il est, et c'est grâce au présent en fait que tu vas pouvoir te mettre en ordre de marche pour ne pas regretter le passé, et au contraire se dire que tout est possible dans le futur. On se retrouve très vite pour une prochaine drôle de croyance. Ciao. C'est quoi le bon moment pour faire un enfant? Est-ce que tu as cette drôle de croyance qu'il y a un bon moment pour avoir un enfant? Salut, c'est Ingrid et j'espère que tu vas bien. Alors, dans la série de nos drôles de croyances, la question du timing pour avoir un enfant, je me la suis souvent posée. Et peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé en fait dans ce questionnement, te dire, c'est quoi le bon moment? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir, d'être marié? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir acheté son appartement? Est-ce qu'il faut attendre d'avoir 3 ans d'ancienneté dans une entreprise, attendre le CDI, quand c'était l'envie suprême pour soi-disant être en sécurité? Donc tout ça, en fait, ça va accoler en fait, à des croyances, souvent éducationnelles ou sociétales, qui auraient un bon moment pour avoir un enfant. Et je trouve en fait que c'est intéressant d'aller se poser à cette question et d'aller la revisiter, parce que finalement, moi j'ai attendu longtemps avant d'avoir un enfant, pensant qu'il fallait attendre le bon moment. Et j'ai fait un choix qui n'a pas été très facile, c'est que finalement, à un moment, il y a un enfant qui s'est offert à moi et je ne l'ai pas gardé parce que j'ai considéré que ce n'était pas le bon moment. Et ça a été une décision qui a été très difficile à prendre, qui me semblait être la bonne décision du moment. Et finalement, ça n'a jamais été la bonne décision du moment, parce que contrairement à ce qu'on pense, un enfant, même si on ne le garde pas, en fait, on le gardera toujours en soi, dans son cœur, dans nos cellules, parce que dès lors qu'il a pris vie, ne serait que quelques semaines, il est là pour toujours. Et voilà, et donc du coup, j'ai finalement fait le choix d'avoir des enfants plus tardivement, en ayant une vie qui me semblait un peu plus stable, en tout cas avec un conjoint avec qui il me semblait préférable de me lancer dans la maternité. Mais j'aurais toujours cette questionnement en fait, de me dire, mais finalement, c'est quoi le bon moment pour avoir un enfant? Et je pense que le bon moment pour avoir un enfant, c'est le moment où on en a envie, et que parfois, en fait, on a des accidents, mais est-ce que c'est vraiment un accident, ou est-ce que c'est l'envie qui a pris justement le pas sur la vie? Et ça, c'est une vraie question. C'est que finalement, là, j'avais pris une décision en me disant, non, mais la vie avait fait son choix en réalité. Et mon envie, c'était d'avoir un enfant, et la vie a pris le dessus, et j'ai refusé ce cadeau. Voilà. Et ça a été une décision très difficile, que j'ai assumée tant bien que mal, mais voilà, qui restera toujours en moi. Alors à cette question, est-ce qu'il y a un bon moment pour faire un enfant? Je dirais en fait le meilleur moment, c'est le moment où tu en as envie. C'est pas forcément le moment où toutes les circonstances le permettent, parce que finalement, en fait, les circonstances, c'est un peu une histoire qu'on se raconte, c'est un peu une perception qu'on a. C'est que finalement, est-ce qu'il y a vraiment un cadre parfait?
suis pas certaine, parce qu'au moment où tu penses qu'il y a un cadre qui est parfait, eh bien, ce cadre, comme il est extérieur, il peut finalement changer. Alors typiquement, voilà, moi, le jour où j'ai considéré que c'était le bon moment pour faire un enfant, avec mon conjoint, on s'attelle à la tâche, et voilà, et je tombe enceinte. Et là, je tombe enceinte alors que ça fait juste 10 jours que je viens d'obtenir une promotion dans le cadre d'une fusion. Et donc en fait, je me dis, c'est pas le bon moment. Ça y est, ça fait 6 mois qu'on essaie de faire un bébé, je tombe enfin enceinte, et c'est pas le bon moment. Et du coup, en fait, tout d'un coup, je remets en balance mon envie d'être maman et ma carrière. Et tout d'un coup, en fait, je me retrouve dans une situation où je me dis, mais non, à un moment, j'ai refusé la vie parce que c'était pas le bon moment, c'était mon début de carrière et je me suis dit que ça allait ruiner ma carrière que d'avoir le bébé maintenant. Je me retrouve presque 10 ans plus tard à enfin avoir ce bébé et de nouveau être confrontée à me dire, mais non, c'est pas le bon moment, je suis en train d'avoir une promotion, ma boîte est rachetée, on va devoir déménager, vendre la maison, c'est pas le bon moment. Voilà, sauf que là, le bébé, il était engagé et que je ne voulais pas retomber en fait, dans ce choix ultra cornélien, en fait, de se dire, mais est-ce que je garde la vie qui est en moi ou est-ce que pour le travail, en fait. Donc finalement, je crois qu'un bébé, il arrive quand il arrive et que quand la vie s'offre à nous, eh bien, il faut l'accueillir dès lors qu'on en a envie, en fait, et qu'il faut être super connecté en réalité avec son envie. Et mon envie, elle était bien d'avoir un enfant, pas d'avoir une promotion. Mais c'est juste que dans un contexte social où on met beaucoup en avant le besoin d'indépendance financière, encore plus quand on est une femme, ben on a l'impression en fait que ça va toujours venir nous freiner. Et c'est important finalement d'aller challenger cette question de est-ce que le bébé freine vraiment en fait notre carrière. Alors bien sûr que oui, parce que on peut le prouver, hein, on gagne, on va avoir moins de promotions, ça va réduire nos chances d'avoir des promotions, même s'il y a des lois voilà, qui sont censées rétablir ça. Ça va nous freiner en fait dans notre progression. Mais notre vraie envie, où est-ce qu'elle se trouve en fait? Est-ce qu'elle se trouve en fait dans l'envie de progresser professionnellement? Ou est-ce elle est dans l'envie bien, de donner vie à ses envies et l'envie du coup là dans la maternité? Donc est-ce que c'est le bon moment pour faire un bébé? J'allais dire, il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de vraie réponse. La seule réponse et la seule question sur laquelle j'ai envie de t'engager, c'est de dire ok, de 0 à 10, c'est quoi ton envie? C'est quoi ton envie de devenir maman? Okay. Et de 0 à 10, par rapport à cette promotion, c'est quoi ton envie d'avoir cette promotion? Et parfois, finalement, le fait de donner quelque part une dimension un peu cartésienne à une envie et de pouvoir comparer les deux, ça va peut-être t'aider en fait dans ton processus de décision. Parce que finalement, quand on reste un peu raccroché à la croyance éducationnelle, sociétale, avec des peurs que l'enfant va nous empêcher eh bien, de se déployer, d'avoir la carrière de nos rêves, eh bien, je pense qu'il est temps en fait d'aller se poser cette vraie question. Et du coup, si tu n'as pas envie d'enfant, eh bien, c'est très bien aussi. Il n'y a pas de jugement en réalité. Parce que si ton envie, eh bien, c'est d'avoir du temps libre, d'avoir la carrière dont tu rêves, parce que c'est ce qui va te permettre de t'accomplir, de donner du sens, eh bien, c'est ok aussi en fait. Il n'y a pas du tout de jugement de valeur. Et donc, est-ce que c'est le bon moment pour avoir un bébé? Eh bien, il y a un moment où tu peux avoir envie en fait de donner vie, la vie à un enfant. Comme tu peux avoir envie de donner la vie en fait à un projet. Et le tout en fait c'est de pouvoir vraiment bien s'interroger pour pouvoir bien comparer et faire le choix en fait qui résonne en toi. Et je pense que c'est ça en fait. Le bon choix, c'est celui en fait que tu ne regretteras jamais. Voilà pour cette drôle de croyance qui est un petit peu challengeante et qui n'est pas forcément facile à partager. Mais je trouve intéressante voilà, qu'on aille sur ce terrain de la maternité, de la carrière, parce qu'on n'en parle finalement jamais assez. Et donc voilà, c'est pour donner vie à tes envies, et bien dépasse ces drôles de croyances, en tout cas décode-les pour aller plus loin et surtout et bien, rester authentique et aligné avec qui tu es. A très vite pour une prochaine drôle de croyance. C'est la crise, il faut attendre que ça passe. Salut, c'est Ingrid, bienvenue dans la série Drôle de croyances. Alors, on est en pleine crise économique. Comment tu réagis quand c'est la crise? Est-ce que tu as tendance à t'enterrer, à être passif, à rester chez toi dans ta caverne, comme j'aime bien dire, ou bien à te poser la question de comment je vais faire pour sortir de la crise? En fait, on a deux façons de réagir. C'est soit on subit la crise, soit, j'allais dire, on surfe sur la vague de la crise, qui n'est pas très agréable. Il faut avoir un bon gilet de sauvetage, mais on va tenter en fait de rester dans l'équilibre. Et à mon sens, pour être dans cet équilibre vis-à-vis de la crise, eh bien, c'est peut-être de continuer en fait à s'engager, j'allais dire, sur la vague et de faire preuve d'agilité, d'adaptabilité,
de garder de l'énergie pour pouvoir continuer en fait à semer des graines. C'est-à-dire que oui, on est dans une période un peu plus difficile. À mon sens, si on s'enterre, si on reste passif, si on reste coincé dans notre peur, ça ne va pas aller en s'améliorant. Attendre que la crise passe, en fait, c'est prendre le risque que d'autres, j'allais dire, survivent et que en fait, ce soit eux qui prennent toute la place au moment où les beaux jours vont revenir. Donc là, la vraie question, c'est comment je fais pour survivre en période de crise. À mon sens, c'est de continuer à être dans la dynamique, continuer à s'entourer de personnes qui ont envie de s'adapter, qui ont envie d'engager en fait peut-être des actions un peu différentes, peut-être de rencontrer des difficultés, mais en tout cas de toujours être un peu dans ce feedback et de se dire ok, je teste des nouvelles choses, je prends des nouveaux défis et puis ensuite j'analyse. Mais j'analyse quelque part non pas sur le court terme comme on peut faire quand on est en pleine période de croissance où finalement on agit, on réussit, on agit, on réussit. Et bien là je pense qu'on sème, on arrose et à un moment ça va nous mener à la réussite, sauf qu'en ce moment comme on est en période de crise on ne sait pas combien de temps ça va prendre. En revanche moi j'ai cette drôle de croyance que c'est en s'accrochant et en semant de façon régulière, pas à pas, en restant en fait sur le terrain, qu'on va continuer en fait à avancer vers nos objectifs, même si ça prend plus de temps. Et que finalement c'est notre persévérance qui va permettre de faire la différence en fait avec les autres qui vont s'essouffler. Alors pour moi, passer les crises, c'est ça, c'est de réussir à mettre en place des stratégies qui vont permettre de s'engager dans cette résilience et de créer en fait de la croissance, même si elle est plus lente, mais toujours quelque part pour être, la notion de croissance, c'est que la croissance, elle n'est pas toujours exponentielle. Par moment, la croissance, quand on est sur des terrains qui sont un peu plus matures, elle peut stagner. Et donc, c'est comment faire en sorte de résister à cette stagnation pour ensuite pouvoir recréer et être présent au moment de l'impulsion. Donc voilà, dans la partie en fait, drôle de croyance, comment faire face à la crise. Pour faire face à la crise, pour moi, il n'y a pas d'autre solution que d'être bien accompagné par un réseau d'entrepreneurs, par un coach, par un mentor. En tout cas, c'est de couper la solitude, se retrouver entre personnes en fait, qui veulent continuer en fait, à construire le monde de demain, qui veulent continuer à donner de l'impulsion, puisque c'est dans le cycle naturel de rencontrer des crises. Après, c'est comment on gère tout à chacun en fait, ces crises-là pour pouvoir se dépasser et continuer à être présent. Et là, c'est là où en fait, toujours la notion de sens est importante. C'est que quand ton métier a du sens, quand ta contribution en fait, va au-delà de qui tu es toi, quand tu veux partager ton talent, partager tes idées, partager ton savoir, et que tu sais qu'en fait ça contribue à faire grandir les enfants, les adolescents, les autres adultes, que ça va contribuer à développer un monde meilleur grâce à de la technologie, grâce à des nouvelles technologies, grâce à des nouvelles philosophies, ça donne en fait l'envie chaque matin d'aller se battre malgré la crise et de continuer pour être contributeur et renouer en fait avec cette croissance. Mais en tout cas, je pense que c'est important de ne pas rester seul, de se faire accompagner et créons des communautés justement où on se dit qu'on va résister ensemble à ces périodes de crise pour pouvoir construire des lendemains meilleurs, parce que de toute façon, les lendemains sont toujours meilleurs, on va toujours les passer, c'est le cycle de la vie, il y a toujours eu des crises, et on les a toujours dépassées, et ça a toujours fait l'objet aussi de belles croissances, de réinvention, et soyons maîtres quelque part de ces réinventions, c'est là où on va pouvoir servir les gens qui nous entourent, nos proches, nos familles, nos amis et nos collaborateurs et les autres entrepreneurs qui sont présents. Voilà, à très vite donc, pour la série Drôle de croyances et on continue à affronter ensemble cette crise. À très vite, ciao. Tout est écrit d'avance. Salut, c'est Ingrid, bienvenue dans la série Drôle de croyances. Alors, est-ce que tu crois que tout est écrit d'avance? Que c'est le karma, que c'est le destin? Est-ce que parfois, finalement, tu as l'impression un peu de subir ta vie et te dire, être un peu fataliste et te dire que c'était écrit et c'est comme ça et qu'en fait, on n'y peut rien. Alors, il est intéressant cette drôle de croyance de se dire que soit on est maître de sa vie, soit, la vie est écrite et c'est ainsi. Moi, je suis plutôt la partisane qu'on écrit notre vie et que, on a peut-être en effet un destin qui est plus ou moins préécrit, mais qu'on a toujours la maîtrise, en fait, grâce à nos actions, de changer notre destin. Pour ça, qu'est-ce qui peut être intéressant? C'est de prendre un instant pour observer ce qui se passe. Face à une situation, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu réagis à chaud?
fonces? Est-ce que tu réagis finalement systématiquement négativement, un peu en mode victime, à te dire que voilà, c'est le destin, c'est la fatalité, que c'est comme ça? Ou est-ce que tu peux t'offrir la possibilité de faire un arrêt sur image, d'analyser la situation, de voir comment en fait tu réagis face à la situation, d'accueillir d'un point de vue émotionnel ce que ça implique chez toi. Parfois en fait on fait face à des coups durs, ces coups durs vont en fait avoir une implication émotionnelle, peut-être de la frustration, de la colère, de la tristesse, du stress. Okay, et donc là je t'invite à déjà te connecter en fait à cette émotion. Qu'est-ce que je ressens? C'est quoi l'émotion que je ressens véritablement? Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'en fait, parfois on peut confondre la colère, la tristesse, la frustration, tout ça c'est un gros micmac et puis parfois on a plusieurs aussi réactions, enfin émotions en chaîne. Une fois que tu as identifié cette émotion, c'est de dire ok, maintenant qu'elle est là, ok, j'accueille ma colère, j'accueille ma tristesse, j'accueille ma frustration, même si c'est pas facile, j'accueille ce stress qui est là. Okay, mais ce qui est important, c'est pas tant l'émotion, c'est le comportement en fait, que tu vas associer à cette émotion. Et donc, face au stress, en effet, on peut avoir tendance à se mettre en mode passivité. Quand on est en colère, on peut avoir envie de s'enfermer dans la caverne, ou bien de crier sur quelqu'un, d'accord? Et l'un dans l'autre, en fait, quelle est la bonne solution? Ou est-ce que c'est la bonne solution? Lorsque tu accueilles cette émotion, c'est de te dire, ok, par rapport à la situation qui ne me convient pas, est-ce que je subis ou est-ce que je peux me mettre en ordre de marche pour réagir? Mais pas réagir à chaud. Réagir avec le comportement qui va me permettre en fait de bien rebondir. Okay, toujours un peu dans cet état d'esprit de se dire soyons maîtres de notre vie et restons en fait positifs, soyons en bienveillance et faisons en sorte en fait de préserver en fait notre état présent, notre état émotionnel, parce que finalement c'est quand même ce qui est le plus important pour pouvoir avancer. Si ton état émotionnel en fait est complètement déstructuré, tu ne pourras pas avancer. Donc c'est comment je vais aller chercher de la neutralité émotionnelle et comment je vais m'assurer que le comportement que je vais avoir face à une situation va être le comportement qui me sert. Okay, et j'allais dire soyons égoïstes, mais dans le bon sens du terme. Être égoïste, c'est pouvoir en fait se connaître pour que face à une situation qui va déclencher en fait une émotion qu'on va avoir du mal à encaisser, eh bien, c'est comment je fais en sorte que j'encaisse au mieux cette émotion pour pouvoir ensuite réagir au mieux pour que ça me serve, okay, et ne pas être dans l'auto-sabotage ou dans la passivité. Et donc, ça, c'est à force en fait d'aller visiter cette dimension de nous, eh bien, que tu vas pouvoir être en mesure d'avoir la bonne réaction. Et la bonne réaction, c'est laquelle? Eh bien, c'est celle qui va te permettre de te préserver, celle qui va permettre de toujours te mettre quelque part en première classe pour pouvoir continuer. D'accord? Et à partir du moment où tu continues et que tu te sers, dans le sens, voilà, je me sers pour pouvoir après mieux servir les autres, parce que si toi tu t'es mal, en fait, tu ne pourras pas aider les autres. Donc c'est déjà comment moi je me mets au centre en fait de l'enjeu, comment je me mets au centre du jeu J-E-U et du jeu J-E, pour pouvoir ensuite servir le reste. Et en ça, finalement, tu vas te rendre compte que tu as toujours la maîtrise de ta vie. Que la vie, non, elle n'est pas écrite. Ça, c'est une drôle de croyance, de s'imaginer en fait, que notre vie, elle est déjà écrite. Mais pour que notre vie en fait, ne soit pas écrite et que toi, tu puisses quelque part rester l'écrivain principal de ta vie, eh bien, c'est mettre le jeu au centre. Voilà. En gérant ses émotions, en gérant la perception en fait, de la situation, et du coup en gérant les comportements, pour pouvoir eh bien, toujours avancer pas à pas. Alors, comment est-ce qu'on fait pour gérer ses émotions? Comment est-ce qu'on fait pour rester maître de sa vie? Eh bien voilà, c'est prendre l'habitude, j'allais dire, de ne pas démarrer à chaud, de ne pas réagir à chaud. Parfois, eh bien, tout à fait, le fait d'être accompagné, ça va être un bon moment pour, dans l'intimité, j'allais dire, dans une bulle de confiance et de bienveillance, pouvoir mettre la situation à plat et de voir finalement, au regard de notre émotion, eh bien, quel serait le meilleur comportement par rapport à ce qu'on a envie d'écrire comme suite. Parce que finalement, on sait ce qui ne nous convient pas, et après, une fois que tu as bien défini ce qui peut te convenir dans la vie, bah, ça va être plus facile d'écrire la suite et en tout cas de réagir convenablement. Donc n'hésite pas à te faire accompagner voilà, pour prendre du recul et mieux définir et bien, comment réagir, pour pouvoir te protéger, toujours te mettre au centre du jeu, pour justement dépasser ces drôles de croyances que dans la vie tout est écrit. Au contraire, je pense que voilà, dans la vie, on a la maîtrise
Pas de tout, mais en tout cas, voilà, de pouvoir mieux dessiner la suite des événements. À très vite pour une prochaine série Drôle de croyance.